Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC de l'hôpital, l'émission de l'hôpital franco-britannique. Aujourd'hui, on vous parle d'incontinence urinaire avec nos spécialistes, le docteur Caroline Trichot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien gynécologue, chef du service de gynécologie. Le docteur Laure Dupouget est avec nous également. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue. Et le docteur Magali Le Savre, chirurgien gynécologue également. Bonjour. On va donc parler d'incontinence urinaire. Il existe plusieurs types d'incontinence, l'urgenturie et l'incontinence à l'effort. Est-ce que vous pouvez me parler de l'incontinence à l'effort pour commencer? En gros, qu'est-ce que c'est? Alors l'incontinence urinaire à l'effort, déjà, faut savoir que c'est un diagnostic clinique, c'est-à-dire que c'est sur les symptômes de la patiente qu'on va poser le diagnostic, sans avoir besoin finalement de faire d'examens particuliers, d'examens complémentaires. Et donc, c'est vraiment les symptômes rapportés par la patiente qui vont nous faire poser ce diagnostic. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fuites d'urine qui surviennent à l'effort, comme l'indique l'intitulé de la pathologie. Donc, le plus souvent, au départ, c'est pour des efforts importants, la toux, les éternuements, lors de la pratique de sport, comme la course à pied par exemple, qui est un sport à haut impact périnéal. Et donc ce sont des incontinences qui surviennent pour des événements particuliers, des moments qui stimulent en fait les muscles abdominaux et pour lesquels on a besoin finalement d'un soutien périnéal plus important et d'une action plus forte du sphincter pour retenir les urines. Et c'est ce qui fait défaut dans l'incontinence urinaire à l'effort. Autre type d'incontinence, l'urgenturie, ça se manifeste de quelle façon? Donc l'urgenturie, c'est totalement différent. C'est ce qu'on appelle la vessie hyperactive. C'est des envies trop fréquentes ou trop pressantes d'uriner. Donc là, ça va être un mécanisme à cause du muscle de la vessie. La vessie est un réservoir avec le muscle détrusor. Et donc, il va se contracter de façon un peu anarchique, trop fréquente, avec des spasmes, des envies brutales. Et donc là, les symptômes, c'est vraiment, on appelle ça la clé dans la porte. Vous rentrez chez vous, vous mettez la clé, vite les toilettes ou le bruit de l'eau. Enfin, il y a souvent des choses assez typiques. Et donc, c'est vraiment très différent. Et elles ne se plaignent pour le coup pas de fuite quand elles toussent. Là, ces envies impromptues, elles ne peuvent pas prévoir. Comment c'est favorisé, ces incontinences, ces types d'incontinence, notamment l'incontinence à l'effort? L'incontinence à l'effort, c'est souvent multifactoriel, c'est-à-dire que c'est quand même plus fréquemment une pathologie qui arrive pas chez les femmes très jeunes, en tout cas, oui, ça peut être chez les femmes à partir de 40 ans, mais rarement chez les femmes beaucoup plus jeunes. Donc on sait qu'il y a un mécanisme qui contribue à solliciter le périnée. Ça peut être l'hyperpression abdominale, le fait d'avoir un métier avec des ports de charge lourde, de tousser de manière chronique, les accouchements, les grossesses, plein d'éléments de la vie, le vieillissement, la nature des tissus au départ. Donc tout ça, c'est les tissus de soutien périnéaux qui contribuent à la continence. Et il y a aussi le sphincter. Alors là, c'est un mécanisme qui est un petit peu moins connu. Pourquoi est-ce que certaines patientes vont avoir un sphincter moins performant, entre guillemets, au fur et à mesure? C'est un mécanisme qu'on maîtrise moins bien, mais qui également contribue à la survenue de l'incontinence urinaire à l'effort. Et dans le cas de l'urgenturie? Alors, les choses favorisantes dans l'urgenturie, il y a des choses de base comme le thé et le café. Alors, si vous buvez votre thermos de thé ou 5-6 cafés par jour, ne cherchez pas. Vos urgenturies sont uniquement liées à ça. Par contre, ça peut être lié à des pathologies comme un petit calcul ou des polypes de vessie si vous avez été fumeur. Il y a pas mal de causes comme que nous, on doit vérifier en tant que médecin. Mais il y a une grande proportion d'urgenturies qui sont idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi cette vessie est devenue hyperactive. Mais alors, à quel moment on adresse les patientes? On vous adresse les patientes? On va adresser les patientes dès que la patiente consulte et peut-être que pour inciter les patientes à en parler, parce que c'est souvent très gênant pour elles, parce qu'elles sont encore très actives, jeunes, etc. Donc dès que la patiente va en parler, il faudrait l'adresser à un spécialiste qui va bilanter un petit peu tout ça, surtout bien faire la part des choses entre les deux types de fuites dont mes collègues viennent de parler et en fonction de ce qui la gêne le plus, si les deux sont intriqués, lui proposer les traitements adéquats. Parce qu'il faut ça doit être tabou. Voilà. Faut pas croire les publicités qui vous font croire qu'à 25 ans c'est normal d'avoir des moments oups. Non, il faut tout de suite consulter. Il y a plein de solutions. C'est vraiment dommage de ne pas consulter tout de suite. Pour l'urgenturie, on consulte tout de suite ou on arrête le thé d'abord? Alors effectivement, on pourrait arrêter le thé d'abord, mais finalement les gens ne vont pas se rendre compte qu'ils ont des mauvaises habitudes. Et il n'y a qu'en consultant, mais même parfois des kinés du périnée, en parlant à certains, il y a des généralistes aussi qui connaissent un peu tout ça, mais au moins le spécialiste il va vous poser les questions et tout de suite vous allez comprendre. Effectivement après, comme je vous disais, le spécialiste va d'emblée vous corriger des petites choses évidentes, mais c'est rare de faire le diagnostic soi-même et de réussir à s'auto-évaluer.
Vous nous parliez, docteur Trichot, de l'examen clinique, finalement, qui permet de diagnostiquer. Il n'y a pas besoin de faire de bilan ? Non, et même l'examen clinique, alors on fait pour l'incontinence urinaire à l'effort, on fait quand même souvent sur table, on essaye de reproduire la situation qui induit l'incontinence urinaire à l'effort. Donc le plus simple à reproduire, c'est la toux. Donc on examine les patientes pour essayer de reproduire ces fuites urinaires, entre guillemets, ce qu'on appelle sur table, c'est-à-dire sur la table d'examen gynécologique. Mais même si nous, on ne le reproduit pas, si la patiente nous décrit qu'à chaque fois qu'elle court 5 km ou que, par exemple, elle a une bronchite l'hiver et qu'elle tousse et qu'elle a des fuites, en fait, le diagnostic, il est là. Donc, en fait, c'est vraiment un diagnostic purement clinique qu'on va pouvoir reproduire à l'examen clinique, mais qui est surtout lié à ce que nous rapporte la patiente et sans qu'on ait besoin, effectivement, en tout cas, dans un premier temps, quand on n'est pas dans la stratégie de traitement, notamment chirurgicale, il n'y a pas d'indication d'examen complémentaire systématique pour l'incontinence urinaire à l'effort. À l'inverse, c'est que pour la vessie hyperactive, c'est vrai qu'on va faire... Alors, l'examen clinique est très important parce qu'il y a plein de causes donc, des urgenturies. Il y a une partie où c'est idiopathique, mais il faut rechercher parfois un prolapsus, une descente d'organes, peut appuyer sur la vessie et créer des urgenturies. Je vous dis, nous, on fait toujours une échographie pour chercher qu'il n'y ait pas un calcul, un polype tumoral. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent pour l'urgenturie. On pousse les bilans vraiment plus loin pour être sûr qu'il n'y ait pas une cause derrière. Docteur Le Savre, quelle est la prise en charge en première intention pour l'incontinence à l'effort ? Alors pour l'incontinence à l'effort, on va adresser la patiente dans un premier temps à un rééducateur du périnée, kiné ou sage-femme, qui va venir donner toutes les petites astuces et exercices pour renforcer le plancher pelvien. On va proposer aux patientes de perdre du poids si elles sont en surpoids, parce qu'il a bien été montré que le surpoids favorisait ces fuites à l'effort et que le corollaire de ça, c'est que la perte de poids peut les améliorer. Et puis c'est essentiellement ça, déjà en première intention. Oui, on sait que la kiné peut faire disparaître 50% des fuites. Et la perte de 5% du poids du corps chez des obèses réduit aussi de 50% les fuites. Donc c'est vraiment important. Ouais. Concernant l'urgenturie, en première intention, qu'est-ce que vous proposez ? Alors on a aussi la rééducation, parce que finalement il va y avoir un travail manuel pour le sphincter, mais aussi un travail par physiothérapie avec des sondes vaginales. Et après nous on va avoir des médicaments comme les anticholinergiques, qui sont pas toujours bien tolérés, ça donne la bouche sèche, de la constipation. Chez les patients âgés, ça peut donner des troubles cognitifs, donc on propose en parallèle des stimulateurs en fait de la racine sacrée, qui est cette racine qui part du bas du dos, au-dessus du coccyx, et qui va aller au rectum, à la vessie. Ça se termine, ce nerf, cette racine, au niveau de la jambe. Et donc on peut, c'est remboursé d'ailleurs par la Sécu, faire une location d'un appareil, d'un stimulateur. Vous avez des formes avec des câbles, je peux vous montrer, et des électrodes, que vous allez pouvoir mettre donc en haut et en bas du nerf, et des formes plus simples qui se mettent dans ce cas que sur la fin du nerf. Et c'est des locations, c'est 20 minutes par jour. C'est pas très contraignant, et en 6 semaines, on a de très bons résultats sur la vessie hyperactive. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui en entendent parler, qui viennent nous voir pour cela. Il y a aussi des formes mixtes, donc on a les deux. Dans ces cas-là, comment on traite ? Alors, en général, sur les formes mixtes, parfois il y a une forme prédominante de manière très évidente, et donc on va aller traiter d'abord la symptomatologie prédominante. Quand il y a une forme mixte où on n'arrive pas tellement à voir la prédominance, on va essayer de traiter les deux, de voir là où elle est améliorée, de voir éventuellement si on est dans l'échec de traitement médical ou de traitement de première intention, sur quelle forme on est dans l'échec et sur quelle forme donc on doit s'orienter vers un traitement de deuxième intention et notamment potentiellement un traitement chirurgical. Et le traitement chirurgical, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi ? Pour les urgenturies, le traitement chirurgical, il y en a plusieurs. C'est donc, il faut avoir essayé au moins 6 mois de traitement combinant un médicament et une forme de rééducation, que ce soit le TENS ou la kiné. Et on va avoir la toxine botulique qui est très efficace. Ça se réinjecte en général tous les ans, mais c'est un geste très simple en ambulatoire par voie naturelle, il n'y a pas de cicatrice. Et on fait en gros 20 points d'injection un peu partout dans le muscle de la vessie. Et ça va calmer en 24-48
48 heures. Et c'est vraiment très bénéfique. Les patientes, quand on les revoit à un mois, nous disent mais j'ai oublié ma vessie, je n'y pense plus, je vais plus 30 fois par jour faire pipi, j'ai plus ces fuites quand je mets la clé dans la porte. Et c'est une chirurgie à très peu de risques où on voit des patientes mais tellement contentes pour un geste tout simple que c'est hyper satisfaisant pour le chirurgien. Et pour des formes plus compliquées, quand il y a aussi des problèmes de constipation ou digestifs avec, ou s'il y a des douleurs pelviennes, on peut proposer un neuromodulateur sacré, qui est un appareil, c'est plus complexe, c'est une phase de test, ça s'implante au niveau du bas du dos, un peu dans la même zone qu'on met le neurostimulateur externe. Mais ça va agir sur plusieurs facteurs. Et là, on le garde pendant 10 ans et on est tranquille. Donc, en tout cas, il y a plusieurs choses. Et pour les efforts... Pour les efforts, la chirurgie, qu'est-ce que pour vous les faites? efforts, la chirurgie vient pareil, en deuxième intention, après la rééducation, après ce dont on a déjà parlé, et après aussi le traitement de ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire, parce qu'il y a quand même des patientes qui sont ménopausées, et donc c'est bien aussi de profiter de ça pour proposer un traitement hormonal local. Et en échec de tout ça, la chirurgie va venir en fait consister à poser une petite bandelette sous l'urètre, qu'on appelle donc une bandelette sous-urétrale, et qui va venir renforcer le plancher pelvien, enfin sous-urétral, et éviter cette bascule de l'urètre qui est le motif le plus, enfin la cause la plus fréquente d'incontinence à l'effort. Ça marche très bien pour vraiment les urètres hypermobiles. Et à l'inverse, si l'urètre n'est pas hypermobile, que c'est juste une insuffisance sphinctérienne, mais que quand la patiente on l'examine, l'urètre il est fixe, il ne bouge pas quand elle tousse. Là, il existe d'autres chirurgies comme les injections de bulkamide. On va injecter un agent de renfort dans le sphincter par une petite cystoscopie. Mais c'est des gestes simples, que ce soit la bandelette, tout ça, c'est en ambulatoire. Et finalement, la bandelette, c'est une des solutions. Mais les patientes, faut pas elles sont stressées de cette histoire de bandelette, mais il n'y a pas que ça. Il faut les changer, du coup, de temps en temps, les bandelettes? Ah non, c'est pas nécessaire. Jamais, ça ne se change jamais. Elle se fusionne avec les tissus autour et elle reste à vie, pas besoin de changement. Une fois que la bandelette est efficace, si elle ne se complique pas, il n'y a pas besoin de la changer. Alors, il y a très rarement des cas de complications, justement, 1 à 2% de complications. Et dans ces cas-là, on peut retirer les bandelettes? Oui, alors il y a tout un fantasme avec des émissions de télé qui sont passées, que c'était inenlevable, qu'il fallait aller au Canada, payer des dizaines de milliers de dollars. Pas du tout, en fait. Plein de centres experts en France se sont développés. Alors, c'est pas n'importe quel urologue ou gynécologue, c'est des centres experts. Mais il y a plein de centres à Paris, Nantes, où vous voulez, qui vont être habilités à retirer ces bandelettes. C'est un geste précautionneux, mais qui se fait très bien. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a un suivi au long cours. On vérifie à 1 mois, 6 mois, 1 an, et après tous les 2-3 ans, un petit check-up. Et si jamais il y a des pertes bizarres, des cystites à répétition qui apparaissent, ne pas hésiter effectivement à consulter. Il y a une surveillance qui est importante après toutes ces chirurgies, toutes ces solutions? Comme après n'importe quel traitement chirurgical et a fortiori quand il y a un implant prothétique qui est posé. Donc effectivement, il y a une première consultation post-opératoire qui permet d'évaluer l'efficacité du traitement et effectivement l'absence de complications et en particulier l'exposition prothétique. Alors l'exposition de prothèse, elle peut être à l'intérieur du vagin, mais elle peut être aussi à l'intérieur de la vessie. Donc on se méfiera, comme l'a dit le docteur Dupouget, de certains symptômes comme des infections urinaires à répétition, mais aussi des pertes au niveau vaginal en fonction de l'endroit où peut se faire l'exposition de prothèse. Et effectivement, ça nécessite une surveillance sur le long terme parce que cette exposition prothétique, même si elle est extrêmement rare, elle peut survenir aussi à distance. L'autre élément qui nécessite d'être surveillé, c'est de s'assurer de l'absence de douleur de novo, l'absence de douleur lors des rapports également. Et tout ça, c'est des éléments qu'il est important de surveiller par un interrogatoire et un examen clinique qui peut être du rôle du médecin traitant, du gynécologue de ville et également du chirurgien qui a opéré la patiente. Vous le savez, les médecins généralistes peuvent vous poser des questions à l'adresse qui s'affiche et on commence avec une question d'un médecin de Neuilly. Les formes mixtes, est-ce que c'est vraiment fréquent, docteur Trichot? Oui, et c'est pas facile justement parce que on en parlait, les formes mixtes, il y a des formes avec vraiment la prédominance d'un des deux et finalement on arrive rapidement à savoir à qui l'orienter déjà pour le médecin de ville et peut-être comment initier le premier traitement. Mais il y a aussi des formes mixtes où on ne sait pas trop et là c'est important d'orienter la patiente parce que finalement le bilan
Et puis l'expertise, notamment de l'urologue sur l'urgenturie, va permettre de cibler le meilleur traitement pour les symptômes de la patiente. On a des formes sévères, mixtes, un peu bizarres. On fait un bilan aérodynamique qui est un examen. On va pouvoir vérifier le tonus du sphincter, comment se remplit la vessie, s'il y a des spasmes. Je vous disais, cette vessie hyperactive. Alors voilà, le bilan aérodynamique, il n'est pas pour toutes les fuites, mais dans des cas mixtes, un peu complexes ou très sévères, on va rapidement effectivement faire cet examen-là. Peut-il y avoir des récidives? C'est une question d'un médecin de Levallois-Perret qui répond. Les récidives après chirurgie, donc des incontinences à l'effort, oui, ça peut arriver. C'est pas forcément fréquent parce qu'en général, ces bandelettes ont quand même des durées de vie qui sont relativement longues, mais on peut avoir à 10-15 ans des récidives. Mais alors après, il faudra bien faire la distinction entre est-ce que c'est une récidive qui correspond à une récidive de la pathologie initialement traitée ou est-ce que la patiente a basculé sur une autre pathologie. Oui, beaucoup de gens viennent nous voir, j'ai eu une bandelette il y a 15 ans, elle ne marche plus. Et en fait, quand on les questionne, ils n'ont plus du tout de fuite aux efforts. En fait, ils ont développé une vessie hyperactive qui n'a rien à voir. Ils vont avoir des urgenturies, des envies fréquentes. Je vous rassure, ce n'est plus la même pathologie. On va vous proposer les traitements de la vessie hyperactive. Mais nous sommes rassurés, on voit très rarement de récidive de fuite aux efforts après une chirurgie de fuite aux efforts. Il peut y avoir un échec initial, ça c'est finalement, mais plus qu'une récidive, c'est rare aussi, mais... Donc on s'en rend compte tout de suite finalement. Et s'il y a un échec, c'est souvent qu'on s'est un peu trompé d'indication. Et je vous disais, il peut y avoir un urètre fixe. En fait, quand elle tousse, l'urètre ne s'ouvre pas beaucoup. Là, si on met une bandelette là-dessus, ça va pas très bien marcher. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a d'autres solutions, l'injection de Vulcamide, il y a d'autres choses à proposer. Autre question d'un médecin généraliste de Levallois-Perret qui nous dit « J'ai une patiente qui a des fuites uniquement lorsqu'elle court. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Docteur Trichot. Alors c'est une situation pas si rare que ça, parce que c'est une pathologie qui touche les femmes jeunes, qui sont encore très actives. Et la course à pied étant un sport à haut impact périnéal, c'est une situation dans laquelle se révèle l'incontinence urinaire à l'effort. Et il existe, c'est vrai, c'est intéressant cette question, des solutions spécifiques. En fait, il existe des petits PCR, alors on les appelle PCR, un peu comme ceux qui corrigent le prolapsus, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Là, je vous en présente un, c'est le Divine. Et en fait, ça va venir comprimer l'urètre, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir mettre ça, la patiente, uniquement quand elle va faire son jogging, et ça va comprimer sous l'urètre et corriger l'incontinence urinaire à l'effort. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a une ficelle au bout, ça se retire et ça se met très facilement. Et en fait, ça va permettre pour des patientes qui n'ont des fuites que dans des situations très spécifiques, d'avoir un dispositif pour ce moment-là, et qui donc, pour elles, traitera le symptôme. Ça mime l'effet d'une bandelette, c'est-à-dire c'est au moment où elles vont tousser, courir, voilà, que ça va, en tout cas pousser, que ça va appuyer dessus, mais on le retire parce qu'on ne va pas mettre une bandelette et opérer une patiente qui n'a des fuites qu'une fois par semaine le dimanche quand elle court. Et la dernière question est pour vous, docteur Dupouget, un médecin de Paris, qui vous dit, vous avez parlé de la toxine botulique, est-ce la même que celle pour le visage? Et oui, exactement, c'est la même que celle pour le visage. Il faut aussi régulièrement la réinjecter, tous les 6 mois ou tous les ans, habituellement c'est tous les ans. On a quand même 15 à 20% des patientes pour lesquelles une injection suffit, et les problèmes ne récidivent pas. Mais en tout cas, contrairement au visage, c'est remboursé par la Sécu parce que c'est considéré comme une pathologie de la vessie et pas du tout comme de la chirurgie esthétique. Bien, merci beaucoup. Une dernière question avant de se quitter, un message important à transmettre aux patientes et aux médecins généralistes? Parlez-en. Ouais, consultez, ouais. Il y a plein de solutions. Le mot de la fin, c'est pour vous? Le mot de la fin, je suis d'accord, c'est d'en parler et de ne pas faire de cette pathologie un sujet tabou et que les médecins, on est là pour écouter ce genre de problème et il y a des solutions, il y en a plein, donc il ne faut pas se priver d'en parler à son médecin traitant, à son gynécologue qui adressera aux médecins compétents. Merci à vous trois pour votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.